Merci Noémie. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième table ronde, qui va porter sur les observatoires du public, comment le structurer, l'implémenter dans sa structure. Donc, l'idée de creuser à partir de différents contextes, à la fois institutionnels mais aussi hors institutionnels, comment s'intéresser au public et sous la forme soit d'un observatoire formel en tant que tel, ou alors, et ce sera notamment ce qui sera abordé ici, de dispositifs, voire projets qui s'inspirent aussi d'axes clés de ce que serait un observatoire, mais avec comme ce fil conducteur du public. Donc, comment l'approcher, saisir, comprendre les publics, que documenter par rapport au public pour ensuite aussi peut-être adapter, modifier les façons de concevoir son institution, son organisation, etc. Donc, tous les éléments qu'on va creuser ensemble avec donc nos deux invités aujourd'hui que je vous présente. Donc, Laura Delfino, qui est responsable des programmes éducatifs, recherche, innovation et médiation numérique au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Laura est candidate de doctorat à l'Université de Montréal, où elle explore le musée comme acteur de la construction du sentiment d'appartenance. Et ses recherches et sa pratique s'inscrivent dans la muséologie critique tournée vers la transformation des institutions culturelles. Et Anastasia Valencourt, directrice générale adjointe de Culture pour tous, détentrice d'un baccalauréat en études littéraires de l'UQAM, Anastasia cumule plus de 25 ans d'expérience en gestion culturelle. Elle œuvre entre autres depuis 2019 à des projets de mutualisation en partenariat avec les milieux culturels québécois et les francophonies canadiennes et acadiennes, et contribue actuellement au développement de Culturepédia, première fiducie d'utilité sociale de données culturelles. Alors, mesdames, donc 10 minutes chacune, et puis on commence avec Anastasia. C'est ça? Super. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Marc-François pour cette belle invitation. Je suis très, très contente de venir vous présenter Culturepédia. Je dirais que d'emblée, présenter Culturepédia sous le terme observatoire du public, c'est très intéressant. C'est un petit exercice pour moi de modifier un peu mon approche. Je dirais qu'on observe les publics dans Culturepédia sur le prisme des impacts sociaux. Donc, on peut déjà partir avec ça. Donc, évidemment, il en sera question tantôt dans les discussions, mais les partenaires sont très, très importants dans cette initiative-là. J'en ai oublié un, qui est le Conseil de l'innovation du Québec, donc ça part très bien. Et j'ajouterais qu'il y a probablement, on recense peut-être près de 300 personnes qui ont contribué de près ou de loin à Culturepédia, personnes, individus, organismes. Donc, Culturepédia, c'est d'abord avant tout des humains réunis ensemble pour forer, explorer, développer. Donc, on peut changer. Donc, Culturepédia, j'aime bien présenter Culturepédia comme une maison. Donc, pour aborder l'aspect peut-être un peu plus technique, Culturepédia est une fiducie d'utilité sociale de données, donc une FUS. C'est un dispositif juridique qui repose sur une vocation. Donc, c'est très beau. On a décidé de s'embarquer là-dedans. Ça faisait très, très écho à ce qu'on avait envie de faire avec les données. Donc, la vocation de Culturepédia repose vraiment sur la mesure des impacts sociaux de la culture. À l'heure actuelle, on parle ici d'un prototype parce qu'une fiducie d'utilité sociale, normalement, c'est voué à exister de façon pérenne, voire à perpétuité. Et ici, on est vraiment dans un espace de prototypage. Donc, la fiducie existe, elle a été notariée. Il y a un acte de constitution qui a été signé par des fiduciaires. On a des membres de comité consultatif, mais pour une période de 2 ans. Donc, on est à la fin de la première année de la deuxième phase. Donc, non, j'avais pas fini. Très important. Pourquoi une maison? Parce que c'est important pour nous, avant de commencer à parler de données, de mesures d'impact social, d'avoir un cadre éthique et responsable, de s'assurer qu'en invitant les gens à déposer des informations, des données dans le réservoir, en fait, que ça a été fait vraiment de façon
de façon sécuritaire, pour se conformer aux lois aussi notamment. Et la notion de souveraineté des données était très, très importante pour nous. Donc, à l'heure actuelle, toutes les données hébergées dans le réservoir de Culture Pédia sont au Québec, à Beauharnois dans les serveurs. Donc, ça, c'était aussi un aspect très important. Et pour les 300 autres partenaires qui ne figuraient pas sur la diapositive précédente, une façon de les impliquer, notamment à travers les différentes communautés de pratique et tous les moments où on va consulter, parce que c'est un projet sous forme de prototype, je l'ai dit, mais on travaille de façon itérative. Donc on avance des petites parties, on va vérifier sur le terrain, on consulte nos pairs, et puis si tout va bien, on continue, sinon on fait les ajustements nécessaires. On peut changer. Donc, où est-ce qu'on en est en ce moment? Vaste projet de mesurer les impacts sociaux de la culture, mais comment on fait ça? Une fois que la maison est bien construite et sécuritaire, il nous fallait un cadre de référence. Merci à François, il y a eu du gros travail qui a été fait. On a maintenant entre les mains ce qu'on appelle notre cadre de référence à mesure des impacts sociaux de la culture. Ça a pris la forme d'un guide, donc d'un guide méthodologique, un parcours en 6 étapes. J'ai envie de mesurer mes activités de médiation culturelle, j'ai envie de me questionner sur les impacts que mon organisation a. Comment est-ce que je fais? Donc, on parle de la conceptualisation jusqu'au partage vers la communauté. Évidemment, ça semble simple comme ça, mais c'est très complexe. Et on avait besoin d'aller tester ce guide-là concrètement. Donc, actuellement, on a un volet d'accompagnement où on accueille 8 organisations. Donc, Culture pour tous. Donc, on a décidé de s'administrer notre propre médecine. Donc, c'est vraiment en route en ce moment. Ça a commencé en janvier, on en a jusqu'en décembre environ. Donc, chacune des organisations identifie sa question d'impact pour ensuite aller tranquillement décliner vers les indicateurs, les outils de collecte, les données à collecter. Ensuite viendra la valorisation de ces données et le partage vers la communauté. Et de voir comment, entre toutes ces organisations-là, c'est possible de partager des données, des informations, des façons de faire, etc. On peut changer. Donc, mesurer, évaluer, prototyper les dispositifs de collecte de données. Donc, qu'est-ce qui a été fait concrètement du côté Culture pour tous? On a commencé tout d'abord par regarder ce qu'on avait, nous, chez nous. Des activités de médiation culturelle aux Journées de la culture sur plusieurs années. Donc, on avait là un gros capital de données à explorer. Tout ce que je vous dis en ce moment, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de Culture Pédia. Tous les rapports sont disponibles. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails dans les 10 minutes, mais vous pouvez mettre la main là-dessus sans problème. Donc, ça a été la première chose qu'on a faite, donc de mettre des données dans les réservoirs de Culture Pédia. Ensuite, on en arrive au public. Donc, qui est là dans nos activités aux Journées de la culture? On le sait intuitivement, on le sait un peu par observation. De quelle façon vous pourrez en connaître un peu plus sur le public? Donc, on a fait une très grande collecte avec 50 partenaires de réalisation partout au Québec avec des dispositifs de collecte, de façon à ce que toutes les données puissent être centralisées dans le réservoir, mais après être redistribuées à chacun des partenaires. Ensuite, un mois plus tard, une autre collecte, cette fois-ci auprès des jeunes de 12 à 18 ans, dans le cadre de la campagne Culture Tue que vous avez peut-être vu passer. Donc, ce qui nous intéressait dans le cadre de ces deux collectes-là, c'était évidemment de comprendre qui était là, qui étaient les gens qui étaient présents, mais aussi d'avoir des questions ouvertes. Donc, dans Culture Pédia, on ne s'intéresse pas juste à du quantitatif, mais aussi à du qualitatif. Donc, à partir des témoignages et des réponses sur les questions ouvertes, qu'est-ce qu'on peut en faire ressortir? En 2025-2026, on approche les 30 ans des Journées de la culture et on veut revenir un peu à la question qu'on s'était posée en 2023. C'est-à-dire qu'au tout départ, on voulait aller mesurer les impacts sociaux des Journées de la culture. Et on n'était pas équipés à ce moment-là pour le faire, puis on a décidé de se tourner plus vers le public. Mais là, avec 2-3 ans derrière la cravate, est-ce que ça se dit ça? J'ai pas de cravate, mais avec 2-3 ans derrière la
on a décidé de réattaquer notre grande question d'impact social des journées de la culture. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est un peu sur cette question, dans le fond, qu'on va faire le bout de chemin dans le volet d'accompagnement. Et évidemment, il y a toujours le grand rêve de Michel à travers tout ça depuis le tout début, parce qu'on aspire à un moment donné quand même à pouvoir prendre nos téléphones, nos tablettes, pouvoir entrer la description de nos activités de médiation culturelle et de pouvoir aller directement remplir des formulaires avec des questionnaires, des sondages pour pouvoir aller centraliser la donnée. Donc, on n'est pas rendu là encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une mise à l'échelle. J'aurais aimé pouvoir vous dire aujourd'hui, tout le monde, inscrivez-vous sur la plateforme de Culturepédia et accéder à une foule d'outils, mais on espère que ça s'en vient dans les années prochaines. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Laura? À mon tour, le laboratoire Prisme, en effet, on bouscule dans la médiation muséale, plus précisément avec les prismes qui a été lancé, inauguré en 2018, en vie, si on veut, en œuvre jusqu'en décembre 2024. C'est un projet qui avait été lancé par le ministère. Donc, il y avait 3 laboratoires d'innovation au Québec. Nous, les prismes rattachés au Musée des Beaux-Arts de Montréal, les MLab Créaforme qui étaient au Musée de la Civilisation à Québec, au sous-sol, pour être plus précis, dans un espace de médiation ouvert au public, et puis les DJAB de Shawinigan, rattachés au Musée Pop des Trois-Rivières. Ces 3 laboratoires d'innovation s'inscrivaient dans un projet plus large qui a sa petite phrase romantique qui est la mesure 115 du plan culturel du Québec, qui en effet, ce qu'il nous dit, c'est que c'est un projet important où le ministère voulait mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé en médiation muséale, numérique, dans les différentes institutions, dans des institutions de toute taille au Québec. Pour une raison très simple, c'était des projets ponctuels qui demandaient beaucoup d'argent et qui généralement ne fonctionnaient pas. Donc, c'était rapidement des souhaits ou peu intéressants pour le public. Donc, les prismes s'est donné comme mandat, en effet, parmi les 3 laboratoires, les prismes a choisi comme axe celui de la recherche sur le public. L'idée, c'était de défaire un peu les a priori et des professionnels de musée, donc les miennes, si vous voulez leur donner une forme, mais aussi celle aussi des partenaires techno quand ils travaillent avec des institutions muséales. À partir de cette posture, les 2 autres laboratoires avec lesquels on travaillait beaucoup en collégialité, DJAB est vraiment un modèle d'entreprise des laboratoires vivants, il existe toujours. Les MLab Créaforme n'existent plus du tout, il a été fermé en 2023 et c'était vraiment un espace de prototypage où on testait des dispositifs avec le public. Très bien, c'est on a une connexion mentale. La démarche, en effet, comme je le disais, les laboratoires, ce qu'ils voulaient, c'était créer des méthodes pour mieux connaître les publics et à quelque part bonifier, améliorer la relation avec l'institution muséale et toutes les personnes impliquées dans le développement du projet. Donc, la démarche qui a été conçue, mais plutôt adaptée, c'est pas moi qui l'a développé, donc c'est bien de redonner la place à qui a lancé le projet, qui est Charlotte Bélanger, qui travaille aujourd'hui au Planétarium. Mais c'est elle qui a développé cette première méthode en adaptant avec Raphaël Bouillard à l'époque à la maîtrise et dans un stage mi-taxe au laboratoire. Ces méthodes sont adaptées, comme je finirai pour vous le dire, de la méthode centrée sur l'humain, de la conception centrée sur l'humain, qui a été d'abord formalisée par IDEO et la D-School de Stanford. Donc, ces méthodes ont été reprises par les prismes pour les adapter tout simplement dans la création des expériences de médiation numérique muséale. Les 3 premières phases, vous les voyez, c'est des idéations, donc on est vraiment encore dans une phase de conception. Les 2 dernières, on est en phase de prototypage et d'itération, c'est-à-dire que la relation avec le public, on la garde vivante tout au long du processus.
Comment on les fait? En mettant sur pied, au début de chaque projet, une cellule d'innovation. J'ai ici 2 collègues et amis qui étaient dans la dernière cellule d'innovation l'année dernière pour un dispositif accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes, donc principalement de l'audiodescription pour la nouvelle exposition d'art inuit du musée. Donc on avait dans cette cellule, on avait des gens du musée, donc la moitié de la cellule d'innovation était moi et mes collègues, des personnes à la médiation, une personne à l'expérience visiteur, la scénographe, la chargée d'expo, et puis on avait Noémie pour le volet recherche, et Caroline qui est là au fond pour ce qui était notre partenaire dans le développement de contenu en audiodescription. Donc on savait ce qu'on voulait, mais on ne savait pas comment le faire, ni quels étaient les besoins du public. Donc la phase d'immersion, prochaine, la phase d'immersion qui est ancrée profondément dans l'empathie, mais toutes ces personnes de la cellule d'innovation, donc d'une équipe avec des profils très différents, directement en contact avec le public, et pour chaque étape de la démarche, les laboratoires ont développé des outils aussi. Des outils qui sont généralement inspirés de la recherche qualitative. Donc, si vous les regardez, il n'y a rien de surprenant. C'est des entretiens, c'est des grilles d'observation. Évidemment, chaque outil va être adapté selon les projets et la direction dans laquelle on veut s'en aller. Mais puis, dans cette idée d'innovation, c'est qu'on a une idée au début, on observe le public. Dans la deuxième phase, on met les deux en confrontation, on crée des personnages, et c'est des publics fictifs incarnés. Donc, il y a des Laura. Ensuite, on passe dans la phase de prototypage. Tout ça a été regroupé dans une série d'outils qui sont à disposition dans une section du site web. C'est les grands legs du laboratoire qui s'appelle une boîte à outils. Vous avez accès à partir de maintenant. On a vraiment collecté et toutes les étapes de la démarche avec tous les outils à disposition. On a des tutoriels aussi, mais on a aussi une section où on a regroupé tous les savoirs qu'on a collectés dans les 5 ans de vie du laboratoire. Pour vous donner une idée des bases. Merci beaucoup pour ces 2 présentations des projets. Peut-être que je débuterai avec une question pour un peu nous rappeler comment vous avez construit, développé les objectifs. Quelles sont les finalités de vos projets? J'imagine qu'il y en a plusieurs, en tout cas je crois en entendre plusieurs, mais si vous aviez à nous expliquer, voilà, c'est pourquoi, c'est venu de quels besoins d'une part, puis quelles sont les finalités ou les différentes formes de finalités des projets. Laura, Anastasia peut-être. Oui, Laura m'a demandé de la couvrir pendant qu'elle remplit son tableau. Très bonne question. Alors, de notre côté, c'est venu vraiment mon Dieu, ça remonte à une couple d'années. C'est des besoins vraiment qui ont été pris dans le milieu, autour du concept de mutualisation. Donc, on est vraiment parti de là. Au départ, c'était vraiment pas de la mutualisation de données, on n'était pas rendu là du tout. Par contre, on était vraiment dans un contexte numérique qui découlait de travaux du plan culturel numérique, de notre côté aussi, à l'époque, avant d'être financé par du côté canadien. Et tranquillement, pas vite, c'est vraiment en allant à la rencontre de nos pairs un peu partout au Québec, dans les francophonies canadiennes, que la question de la donnée a commencé à jaillir. Et avant que ça devienne Culturepédia, c'était une plateforme de mutualisation de données pour répondre à des besoins d'intelligence d'affaires. Donc, on n'avait pas encore affiné, on était vraiment parti de là, donc c'est de cette façon qu'on a eu du financement, c'est vraiment après que l'ADN de Culturepédia est né. Au niveau de l'impact social, bien sûr, fortement influencé par le porteur de projet Culture pour tous, mais aussi en réponse avec encore de la consultation auprès de nos pairs. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données-là? Donc, c'est tranquillement pas vite
qu'on a abouti vraiment à la question de la mesure d'impact social. C'est vraiment comme ça qu'est né le projet. Merci. Dans les cas du laboratoire, en effet, les besoins au début, comme j'ai dit, c'était vraiment ce constat de la part du ministère que les outils qui étaient développés en médiation numérique n'avaient aucun impact sur les visiteurs. Mais les objectifs ont changé, évolué au fil du laboratoire, donc il y avait une volonté ministérielle à la base. Mais comme j'ai dit, déjà les 3 laboratoires, c'était donner des mandats légèrement différents. Les prismes qui étaient rattachés au Musée des Beaux-Arts depuis les débuts, en effet, a très peu travaillé avec le Musée des Beaux-Arts jusqu'à peu près mon arrivée, donc jusqu'à 2022. Avant 2022, c'était un laboratoire en innovation et médiation numérique qui travaillait avec l'ensemble des musées et des institutions culturelles du réseau muséal québécois. Et ensuite, les objectifs ont changé. Les budgets commençaient à être très petits aussi, parce que c'était des budgets sur 3 ans qu'on a tiré sur 5. Donc, on avait des enveloppes de plus en plus petites. On ne voulait plus lancer non plus des nouveaux projets. On avait le sentiment que les réseaux commençaient à être fatigués de cette production effrénée. On parlait d'accélération tantôt. Donc, on était plus dans les partages des connaissances. Et on a vraiment réalisé que les besoins les plus importants, c'était dans garder l'écosystème que les prismes avaient créé. Donc, ces 3 acteurs, des publics, des musées, donc des institutions culturelles, muséales, et les milieux de la recherche, de les garder soudés et de continuer de faire communiquer ces 3 acteurs. Et puis l'autre objectif, plutôt au début, c'était de comprendre comment les faire parler. Donc au début, c'était comment trouver un langage qui permet à ces 3 acteurs de continuer de converser une première fois, mais de continuer de les faire. Et ensuite, quand les objectifs ont commencé à migrer, disons plus à l'intérieur du Musée des Beaux-Arts, c'était est-ce que ces pratiques-là, on pourrait les infiltrer dans l'institution ou non? Ben, on y a réussi un peu, mais pas complètement, ça c'est la réponse, parce qu'on doit continuer d'y travailler, mais c'est l'idée de vraiment à quelque part réapprendre au musée à travailler avec le public plutôt que sur le public. C'est quelque chose qui dans certains services est très connu, mais ce n'est pas connu par tous les services de l'institution. Donc c'est un peu le rôle du laboratoire d'aujourd'hui de continuer dans ce travail conversationnel et relationnel entre les institutions, l'institution muséale, la recherche, le public. Intéressant. On va aborder dans un instant la question des impacts de vos projets. J'aimerais d'abord entendre Anastasia justement sur cette question-là de la maturation du projet, du volet laboratoire, des parties prenantes, la réflexion sur les méthodologies, est-ce que les milieux de la recherche ont été impliqués ou d'autres acteurs, ou comment peux-tu nous dire, un peu comme Laura vient de le faire, comment ça s'est décliné du côté de Wikipédia? Oui, il faut savoir que Culturepedia a été pensé pas seulement par et pour le milieu de la culture, mais était voué à terme à aller chercher des acteurs de d'autres secteurs de la culture. Donc évidemment, nous, je parle des impacts sociaux, c'est très très large. Là. Michel ajoute, et sur la santé des individus, des communautés, nous, on s'intéresse particulièrement à cet aspect-là. Donc, c'est sûr que d'avoir des partenaires du milieu de la santé, de la prévention en santé, c'est très important pour nous. On travaille déjà avec des partenaires en éducation, concrètement dans les écoles partout au Québec. C'est important vraiment pour nous d'aller tranquillement pas vite. Si on n'avait pas, on avait quelques partenaires au départ, mais on s'est dit en cours de route de continuer en fait, de façon active à recruter des partenaires puis à intéresser des gens de différents secteurs à l'initiative. Le milieu de la recherche, c'est fondamental. Je veux dire, je ne pense pas qu'on pourrait s'en passer. Je regarde ce qu'on fait avec Artenso. Artenso sont dans tous nos projets aujourd'hui. Sur une base hebdomadaire, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est notre famille élargie. Sur une base hebdomadaire, j'ai Geneviève au bout de l'allée qui est là, mais qui fait un travail extraordinaire, qui a travaillé sur la carte de référence.
Donc, on pourrait pas, en fait, on ne pourra plus s'en passer. On est une expression bien de chez nous, on est fait à l'os. Donc, et nous, ça nous permet de réfléchir. J'espère que de notre côté, on apporte aussi à Artenso, dans le sens où... et c'est en évolution. Tout à l'heure, je parlais du Conseil d'innovation du Québec. C'est tout nouveau cette année. Donc, le Conseil d'innovation, on a fait une approche, on a commencé à travailler ensemble, à explorer des possibilités de développer un partenariat. Donc, je dirais que c'est en constante évolution. Les communautés de pratique aussi sont un bon moyen de garder des bûches dans le foyer, c'est-à-dire que dans un projet comme Culturepédia, il y a énormément de thématiques qui sont abordées, étant donné que les impacts sociaux, c'est très, très large. Donc, d'un côté, il y a quand même une partie de la communauté culturelle qui est très impliquée dans les bases de connaissances, donc c'est très technique, mais dans la structuration de la donnée. On ne va pas nécessairement discuter précisément des impacts sur la santé et de médiation culturelle dans ces forums de discussion-là, mais il y a tout l'appareillage de Culturepédia qui continue d'alimenter des discussions. On a le Comité national de rapprochement entre culture et santé, aussi, qui est un autre groupe de discussion qui s'intéresse particulièrement justement dans le fond, qui voit un peu la culture comme en fait, en prévention de la santé, quasiment comme un enjeu de santé publique. On l'aborde de cette façon-là aussi. Et on a eu des communautés de pratique aussi pour nourrir le cadre de référence. Donc, le cadre de référence, c'est pas juste des scientifiques, Artenso, Culture pour tous, quelques partenaires, mais aussi aller rechercher des gens de la communauté pour vraiment prendre part aux discussions, les questionner. Et tantôt, quand j'ai parlé de la naissance de Culturepédia, c'est de ça qu'on discutait dans les ateliers de co-création au départ. Je ramène la question des publics, là, parce que je me souviens de quoi il était question dans la co-création. Les questions tournaient beaucoup autour des publics et des non-publics. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se déplace à une activité qu'une autre personne ne va pas se déplacer? Puis à partir de là, c'est quoi les points d'ancrage qui pourraient ressortir comme étant de la donnée? Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est bâti tranquillement pas vite avec la communauté. Très intéressant, merci. Au niveau maintenant des résultats, des impacts, des répercussions sur vos propres structures, notamment sous l'angle des médiations culturelles, comment vous envisagez ça? Est-ce que ça a eu des effets, notamment au musée? On sentait Laurent que voilà, tu avais ouvert légèrement la porte vers cette question, on peut-tu développer? Puis du côté de Culturepédia, peut-être l'amener sous l'angle de la relation au public, justement, de comment ça a été pensé, puis quels effets ça a sur vous de cette perspective-là. Est-ce qu'en termes de médiation culturelle, il y a des leviers, des hypothèses de travail, des effets, des approches, des pratiques qui peuvent être inspirantes? Je dirais que vraiment au niveau de la définition des termes, on parlait tantôt à quel point la médiation est englobante et parfois excessivement englobante. Dans le cas de la médiation numérique, là aussi on rajoute l'élément numérique, donc ça va vraiment encore dans toutes les directions. Donc déjà pour les laboratoires, au début, il y a été question de définir c'est quoi la médiation numérique pour les laboratoires. Donc à quelque part, c'est pas aujourd'hui la médiation numérique pour les musées des Beaux-Arts. On a eu aussi toute une série de formations, on va continuer d'en avoir avec la Société des musées du Québec, pour justement sensibiliser à quelles questions se poser quand on développe un dispositif. Donc, quand on choisit d'utiliser une démarche d'innovation centrée sur l'humain ou non, quelles questions se poser avant d'aller voir aussi un partenaire technologique, comme je disais, qui arrive typiquement avec un projet clé en main et qui est généralement pas adapté ni à l'institution ni au public qui est ciblé. Donc, il y a la question de la définition des termes. Pour les laboratoires, le numérique a toujours été un outil, pas un but. Souvent, quand on parle de médiation numérique, le numérique devient le but même du processus. Donc, dès que c'est immersif, c'est bon. Immersif, après, on ne sait jamais c'est quoi, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, je dirais au niveau aussi des impacts, c'est de quoi je pense que le laboratoire
avec toutes les personnes qui ont préparé au projet, peuvent être très fiers, c'est qu'entre-temps, le Musée des Beaux-Arts a fait un premier exercice de planification stratégique, la première en 150 ans de vie, qui est très bien. Dans ce premier plan stratégique, il a été question de nommer les données de la recherche sur l'impact de la médiation par l'art comme de la donnée qui doit rentrer de manière systématique dans le développement des projets. Donc, on se donne comme objectif d'intégrer la donnée de la recherche sur le public de 20% par année. À partir d'une mesure initiale que j'ai eu le plaisir de calculer, qui est autour de 4%. Donc, on avait déjà un peu l'intention d'intégrer de la donnée, mais maintenant, c'est devenir systématique et donc, on va systématiquement continuer de faire de la recherche sur le public pour pouvoir intégrer de la donnée. Je pense que ça, c'est le mieux qu'on a eu comme héritage. Et puis, l'idée de continuer aussi, comme je disais, à diffuser et à passer les messages que l'innovation, c'est toujours l'amélioration d'une idée et non pas innover dans le sens le plus technologique du terme. Ok, j'essaie de t'écouter et de structurer ma pensée, ma réponse en même temps. Trop de choses à dire, mais je trouve que je le dis comme ça, mais observer les publics ou observer ceux qu'on peut nommer des fois avec distance, les citoyens qui vont participer à nos activités, à nos programmes, bizarrement, force à une introspection. Donc, nous retourne à nous-mêmes, donc nous retourne à ce qu'on fait, puis aux impacts qu'on souhaite avoir sur les gens, sur la société. Donc, je pense que dans Culturepédia, il y a un peu de... C'est un des gros impacts en ce moment qu'on a avec ce projet-là. J'ai aussi une oreille attentive sur ce qui se passe dans le volet d'accompagnement, parce que les différentes organisations qui prennent part à Culturepédia, qui entreprennent ce questionnement-là sur la notion d'impact, sont aussi en train de forer et de changer des trucs au niveau structurel. Donc, c'est se questionner sur son impact, sur l'impact qu'on veut avoir à travers une activité, à travers différents programmes. Donc, de dire, on va aller observer les publics, voir l'impact qu'on a sur les gens, mais ça force ça ramène constamment à soi-même. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite de ça, c'est quoi un public? De quoi on parle quand on parle du public? Souvent, on a parlé de l'Observatoire des publics. Nous, on était très, très concentrés sur, justement, l'enfant, la famille qui est là dans les activités. Mais le premier public qu'on a, c'est d'abord nos pairs avec qui on travaille en partenariat. On parle de 1100 partenaires de réalisation, par exemple, aux Journées de la culture. Ces gens-là, parmi ces gens-là, on a reçu des témoignages qu'ils ont d'abord été un public des Journées de la culture avant de devenir partie prenante de la culture, de devenir engagés encore plus profondément en culture, comme travailleurs culturels. Donc, il y a aussi ce questionnement-là. Qui est le public et évidemment le non-public? Donc, ceux qu'on pense ne pas apercevoir ou on pense ne pas rejoindre. Donc, il y a tous ces questionnements-là. On a aussi centralisé, nous, avec Culturepédia, on a tout centralisé, dans le fond, nos espèces de protocoles de recherche, en tout cas, tous les éléments de recherche avec Artenso, justement pour harmoniser nos approches. Avant, on avait toujours un peu de recherche, mais faite avec différentes personnes. En ce moment, dans la phase de Culturepédia, on centralise, on ne travaille pas avec une seule et même personne. En fait, toute la gang d'Artenso, il ne faut plus travailler avec nous parce qu'on a trop de choses à faire, mais ça fait en sorte qu'on se questionne beaucoup plus. Là, en ce moment, on se questionne beaucoup plus en amont, justement. Ça a un impact sur la façon dont on va conduire nos activités, de se poser. Tu sais, ça a vraiment cet impact-là. C'est sûr qu'il y a des projets comme Hémisphère qui roulent depuis presque 8 ans, 9 ans maintenant, sauf que ça a changé notre approche de la recherche cette année. Donc, on est beaucoup plus centré sur l'impact sur les jeunes. On s'est beaucoup tourné dans les dernières années sur Hémisphère comme tel, comme dispositif, mais là, on est vraiment en train d'aller mesurer l'impact chez les jeunes. Ça nous a fait aussi faire une introspection sur qu'est-ce qu'on avait déjà comme information à valoriser. On a des millions, tout le monde, on a tous des millions de fichiers Excel avec plein d'informations, plein de données.
On pensait qu'on n'avait pas tant de données que ça, puis on a découvert qu'on était assis sur une mine d'informations. Donc, on est en train de valoriser ces données-là aussi. Donc, j'arrête là, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais voilà, c'est ma réponse. Merci. Puis, je me permets une dernière question, puis ensuite, on va ouvrir la parole à notre belle salle. De très beaux projets, quels sont les principaux défis, difficultés, écueils, voire conflits, tensions que vous avez vécus à l'interne, à l'externe, avec des partenaires ou à l'interne, peu importe, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse apprendre de vos expériences? Apprendre. En effet, moi, mon conseil, c'est toujours de valoriser ces tensions-là. Donc, d'apprendre les tensions qu'on génère et de s'inquiéter s'il n'y en a pas. Parce que de manière très simple, quand on met des personnes au profil hétérogène autour de la table, c'est quelque chose que je disais toujours au début d'un projet, d'une cellule d'innovation. Je disais toujours, attendons-nous à ne pas être d'accord. Si on est d'accord, on a un problème parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez de pensées divergentes autour de cette table. Donc, soit c'est parce qu'on a déjà trop travaillé ensemble, on finit pour être un seul cerveau partagé en 12 personnes, ou sinon, c'est parce que quelqu'un n'est pas en train de parler. Donc, les dynamiques ne sont pas celles de la collaboration et de la co-création, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a polarisé la prise de décision. Quand dans une cellule d'innovation comme la dernière, on avait une moitié de l'équipe, en effet, qui était des gens du musée, c'était ma plus grande crainte, c'est que toutes les décisions sont déjà prises. Et en effet, il y en avait déjà qui étaient prises. Donc, c'était une cellule d'innovation qui fonctionnait déjà sur toute une série des cadres, budget, qui est toujours un cadre très important, même si on les considère souvent tabous, et les calendriers des développements. Donc, des gens partaient sur ces deux éléments-là qui déterminaient beaucoup des choses, mais je dirais que pour moi, l'apprentissage est toujours dans la gestion de l'attention et dans la manière de moduler les silences. Donc, mon rôle dans la facilitation était beaucoup celui d'aller voir ce qui s'était moins exprimé ou ce qui s'était trop exprimé pour essayer de recréer un équilibre. Mes collègues pourront le dire, je n'ai pas toujours fait les bonnes choses non plus, mais c'est très bien, je suis toujours là pour apprendre aussi. Donc, il y a toujours un post-mortem qui nous dit aussi beaucoup des choses. Mais pour moi, la chose la plus importante, en effet, c'est celle-là, c'est de valoriser les tensions et de s'inquiéter s'il n'y en a pas. Oui. Je dirais, à partir de ce que tu as dit, deux éléments. Le premier, effectivement, c'est vraiment les relations humaines. Donc, on est un groupe de travail, on est issus de différentes organisations. On n'est pas nécessairement dans des avis, dans la divergence. Je pense que fondamentalement, on est tous d'accord sur la même chose, c'est juste qu'on ne définit pas cette chose-là de la même façon. Donc, à un moment donné, on peut se rendre compte en cours de route qu'on n'avait pas la même perception. Nous, on avait des attentes, on pensait que on était un peu dans le non-dit, dans l'implicite. Mais finalement, les choses auraient dû être nommées dès le départ, parce que finalement, en post-mortem, on se rend compte que nous, on avait vraiment cette compréhension-là, l'autre avait une compréhension différente, mais au final, on est tous d'accord sur la même chose. Donc, c'est quand même encore plus compliqué, parce que là, on n'est pas fâchés autour d'une table. On est tous souriants et bien d'accord, mais on a toute notre idée qui est légèrement différente, qui peut faire légèrement dériver à un certain moment. Donc, je pense que en partant de se dire, c'est pas parce que l'autre est d'accord avec moi qui a la même compréhension, donc je pense que c'est subtil, mais vraiment important. Puis je dirais que l'autre niveau de difficulté, c'est de naviguer à vue. Donc, d'être dans un projet où on défriche, on fait quelque chose de nouveau, donc on n'a pas toutes les réponses.
On n'est pas capable des fois non plus d'expliquer complètement ce qu'on fait parce que c'est tout nouveau, ça n'existe pas. Donc, d'avoir la capacité de travailler dans l'incertitude, je pense que ça, c'est très difficile. C'est difficile pour les équipes. Il y en a qui tolèrent, qui sont un peu plus tolérants là-dessus. D'autres pour qui c'est plus difficile de dire « Oui, mais où est-ce qu'on s'en va? » Je ne sais pas. C'est des livrables, on va arriver aux livrables, mais en ce moment, on a besoin de s'ajuster constamment. Donc, ce serait ma réponse. Formidable. Merci beaucoup vraiment pour ça, pour ces partages. Louis, on ouvre la porte à discussion. Combien? 3 minutes? 4? C'est le nombre de questions ou le nombre de minutes? Le nombre de minutes. 4 minutes. 4 minutes. La salle est ouverte pour des questions, commentaires. N'hésitez pas. Moi, j'en aurais peut-être une, je vais continuer la classe. Mais je trouve ça très intéressant, cette boîte à outils numériques concernant les publics. Moi, je suis Jeanne Pinchot, je suis chargée de projet à la BANQ, Grande Bibliothèque. Et donc, vous parliez plutôt que ça s'adressait, enfin, votre corpus, c'était plus les musées. Est-ce que ça peut ouvrir aux institutions culturelles, n'importe lesquelles, ou il faut l'adapter? Comment vous voyez ça? En effet, je dirais que dans l'idéal, quand on propose ces boîtes à outils, on propose un processus à suivre, une démarche à suivre. Donc, il y aurait les 5 étapes, il y aurait l'idée qu'on arrive à la fin avec un prototype de médiation numérique qui peut être muséal ou pas. En effet, si vous rajoutez un élément de patrimoine ou pas, c'est sûr qu'il y a des éléments qui doivent être ajustés, mais si vous enlevez cette variable-là, vous avez un peu plus de marge de manœuvre que si vous travaillez sur une collection d'art, surtout, dans un musée. Mais on peut aussi se servir d'une seule étape et d'un seul outil. Donc, c'est une boîte qui est ouverte à beaucoup de possibilités. Ça permet surtout, dans les phases initiales, d'orienter le travail de l'équipe à partir d'une phase d'immersion, donc à partir d'une volonté de mieux connaître le public. Mais je vous dirais qu'il faut l'utiliser de beaucoup de manières. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Valérie? Oui, moi j'ai une question pour Anastasia. En fait, quand j'écoute le projet Culture Pédiaque, moi ce que j'entends de la perspective du RMCQ, de la professionnalisation, c'est je me demande, est-ce que vous voyez un lien avec la valorisation de la médiation comme discipline, l'impact dans la société, les liens qu'on pourrait faire pour valoriser notre métier? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en arrière de la tête ou c'est juste moi qui lis entre les lignes puis qui espère voir ça? Ben oui, bien sûr. C'est sûr que le travail qu'on fait en ce moment, quand on parle de valoriser les activités dans la posture de Culture pour tous, c'est sûr qu'on pense à des activités de médiation culturelle. Donc, on pense par la donnée de quelle façon on peut valoriser de façon assez massive qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Donc, c'est dresser des portraits, analyser ou faire ressortir, mettre de la lumière sur ce qui se passe au Québec, peut-être ailleurs, mais surtout au Québec. Donc, effectivement, on a cette volonté-là. Ensuite de ça, c'est sûr que quand on parle de mesures d'impact social, il faut être capable de le prendre, de pouvoir l'ajuster. C'est-à-dire que quand j'entendais parler Michel, Christian tout à l'heure, au niveau parfois des objectifs qu'on peut se fixer dans les dispositifs de médiation culturelle, des activités de médiation culturelle qu'on veut déployer, pour moi, ça touche à la mesure de l'impact social. Donc, nous, on l'appelle mesure des impacts sociaux, mais je veux dire, on peut comment le prendre? Oh! Non, c'est pas ça, d'accord. Donc, on peut facilement, je ne sais pas, le mot ne vient pas, l'adapter ou
C'est ça. C'est pour ça que tantôt je parlais de. C'est sûr que nous, on a des organisations en ce moment qui sont en train d'évaluer leur impact comme organisation. Il y en a certaines là-dedans qui ne sont pas nécessairement dans la médiation culturelle. Nous, on l'est. Donc, en ce moment, c'est de voir comment, à travers un parcours comme dans Culturepédia, on peut se poser des questions. Est-ce que les dispositifs de médiation culturelle qu'on met en place en ce moment rejoignent les objectifs qu'on s'est posés? Est-ce que ce qu'on est en train de faire comme cheminement, on est en train de développer des sondages, des enquêtes, on a des outils de médiation culturelle, est-ce que ces outils-là peuvent resservir à la communauté des médiateurs et médiatrices? Est-ce que, sans penser à un seul formulaire, parce qu'on s'entend, il y a trop de médiations différentes, trop de diversité, mais est-ce qu'il n'y a pas un bassin qu'on peut remplir? Est-ce qu'il n'y a pas un partage d'expertise qui peut se faire à travers un réservoir de données? Est-ce qu'il n'y a pas, au niveau d'évaluation, un partage de connaissances aussi qui peut se faire? Peut-être qu'on ne peut pas penser à une seule évaluation uniforme pour toutes les activités de médiation culturelle, mais on peut penser à un tronc commun. Puis après, à quelque chose qui se déploie, qui se ventile selon les différents objectifs des activités. Parce qu'il y a une diversité, mais il doit y avoir de la répétition dans les objectifs, forcément, parce qu'il y a des enjeux de société, il y en a qui se répètent. C'est peut-être pas sur le même territoire, mais d'un territoire à l'autre, il y a peut-être quelque chose qui peut faire écho ensemble. Donc c'est tout ça, c'est à ça qu'on réfléchit à la mécanique de Culturepédia. C'est sûr que Culturepédia, quand on le présente, est voué à faire beaucoup plus large, mais nous, on est très, très concentrés là-dessus. Je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait, merci. Laura, tu as quelque chose à ajouter? En effet, je sais pour oublier de la tête. À propos aussi de ces outils initiaux qui après peuvent être déclinés et précisés, c'est un peu ce qui se passe justement avec la boîte à outils. Au début, vous avez des outils qui sont très larges, mais plus que vous allez dans la précision du projet ou que vous voulez questionner une problématique qui est très spécifique au dispositif, à la relation avec le public que vous voulez bâtir, mais c'est là qu'on ne peut plus vous aider. C'est là que les enjeux se font trop situés pour pouvoir avoir un cadre qui est large et qui couvre l'ensemble des actions. Mais pour les débuts, je trouve que c'est au contraire justement très intéressant de pouvoir avoir de la donnée qu'on peut mutualiser en sachant qu'ensuite, il y a une particularité qu'on peut aller chercher plus tard. J'ai envie de dire qu'on parle beaucoup de mutualisation de données et de données, mais il y a la mutualisation des savoirs, des expertises. Donc, c'est pas juste technique des données dans un réservoir, c'est des êtres humains qui ont fait des choses sur le terrain, qui ont documenté, qui ont évalué ces choses-là, qui après peuvent être en contact avec d'autres êtres humains qui ont envie peut-être de faire un peu quelque chose de semblable quelque part, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, il y a tout ça aussi. On parle d'une base de connaissances dans le fond. Donc, oui. Brièvement. Oh oui, parce que je regarde. Juste pour ajouter, mon nouveau mantra au musée, c'est de parler de connaissances implicites. Parce que les collègues sont parfois frileux à l'idée que la recherche arrive pour les juger et non pas pour travailler ensemble. Donc, j'insiste beaucoup sur les faits, que bien que je sais que dans les professionnels, parmi les professionnels, il y a souvent des a priori, souvent des choses qu'on donne pour acquises, même que nos publics évoluent rapidement, et même qu'il y en a qu'on ne connaît pas du tout, quand on parle des publics éloignés. Mais ceci dit, j'insiste aussi sur le fait qu'il y a énormément de connaissances implicites qu'on peut aller expliciter quand on est accompagné, quand on peut valoriser leur travail. Donc, dans la relation avec les publics, il y a aussi beaucoup qu'on connaît et qu'on peut commencer à raconter aussi. Donc, ça permet d'améliorer un peu cette relation qu'on essaie de bâtir entre la recherche et les pratiques aussi. Merveilleux sur ces beaux mots. Un grand merci à Anastasia, un grand merci à